Hello, hello, bienvenue autour de la Table Rose, le podcast, votre espace de dialogue et confidence entre femmes que les hommes ont aussi le droit d'écouter. Ici, on parle de tout, relations humaines, sexualité, estime de soi et de nombreux autres sujets sans tabou. L'idée, s'asseoir autour d'une table pour parler de ce qui jalonne notre quotidien avec bienveillance, s'inspirer les unes des autres et surtout partager ensemble. Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement à vos occupations et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode de Autour de la table rose, on parle de cette maladie qui touche les femmes et dont on entend parler de plus en plus depuis quelques années, l'endométriose. En Suisse, en 2019, on estimait que 10% des femmes en âge de procréer étaient atteintes de cette maladie, ce qui équivaut à environ 190 000 femmes. Mais il se pourrait qu'il y en ait bien plus, car beaucoup ne sont pas diagnostiquées. La maladie se déclare la plupart du temps entre l'âge de 20 et 30 ans, et une femme sur deux atteinte d'endométriose aura des difficultés à faire un enfant. Mais alors, c'est quoi exactement cette endométriose ? D'après mes recherches, dont vous trouverez quelques liens dans les références, l'endométriose, c'est une maladie chronique dont la théorie principale est celle des menstruations rétrogrades. Petit tour dans notre intimité pour vous rappeler que pour les femmes avec des cycles menstruels normaux, tous les mois, les ovaires produisent de l'oestrogène, cette hormone qui provoque l'épaississement de la paroi interne de notre utérus, l'endomètre, et en cas de fécondation, l'endomètre accueillera l'embryon et provoquera une grossesse, et sinon, il sera évacué par le vagin et provoquera donc les règles. Mais avec l'endométriose, c'est l'inverse qui se produit. Une partie de l'endomètre remonte et se développe dans les trompes et peut parfois atteindre d'autres organes comme les ovaires, la vessie, le côlon, et même aller jusque dans les poumons, les yeux ou le cerveau, même si cela est beaucoup plus rare. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu que le sang s'évacue dans le vagin, eh bien, il va rester bloqué à l'intérieur du corps. Cela va provoquer des lésions, des kystes ovariens ou encore des adhérences. Il existe plusieurs types d'endométriose qui vont causer différents symptômes et souvent se manifester durant les règles, mais qui peuvent également intervenir en dehors de cette période. Ce sont souvent des douleurs très fortes, digestives, urinaires ou lors des rapports sexuels, douleurs dont vous verrez qu'elles peuvent être très violentes, même si parfois une femme atteinte d'un cas très grave d'endométriose peut n'avoir aucune douleur. On peut traiter l'endométriose, mais on ne peut pas encore la guérir. On estime d'ailleurs qu'il y a une errance médicale de 7 à 10 ans avant qu'un diagnostic soit posé. Et cette errance permet malheureusement à la maladie de proliférer, car l'endométriose est une maladie évolutive. J'ai voulu en savoir un peu plus sur comment les femmes atteintes de cette maladie le vivent au quotidien. Et pour en discuter avec moi aujourd'hui, grâce à la technologie numérique, je suis avec Voto, Maïté et Jacqueline via Zencastr. D'ailleurs, vous le verrez, les aléas du podcast à distance fait que parfois il y a quelques soucis au niveau du son, mais on a tenu à partager ce premier épisode parfaitement imparfait malgré tout. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Tout va bien. Donc, merci d'avoir répondu présente pour cet instant de partage sur un sujet aussi délicat que l'endométriose. J'espère que ma petite présentation était correcte. Parfaite, très claire. Et pas trop longue, mais bon. Alors, je vais commencer par vous demander de vous présenter pour nos auditrices et auditeurs. Donc, je vais commencer par Jacqueline. Dis-nous un petit peu qui tu es. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Jacqueline, j'ai 36 ans. J'ai grandi à Genève et je vais bientôt me reconvertir dans le journalisme. Et je travaille à Genève et je suis passionnée par les podcasts. Donc, ça me fait super plaisir de participer à cette table rose. Merci Pascal. Et si tu devais te décrire en 3 mots? En 3 mots, alors Ouais. je dirais passionnée, je dirais entrepreneur et créative. Très bien, moi je te remercie beaucoup.
Alors, Maïté? Oui, bonjour. Alors voilà, je m'appelle Maïté. Bonjour à tout le monde. J'ai 60 ans. J'étais assistante sociale et maintenant je suis gestionnaire de risque. Je suis née à Genève de parents espagnols. Et voilà. Si je dois me décrire en 3 mots, je pense, Mhm. c'est fonceuse, déjantée peut-être, et ouais, je dirais aussi passionnée. Très bien. Et il nous reste Voto. Bonjour à tous, moi c'est Voto, j'ai 40 ans. J'ai vécu mon enfance à Genève, travaille à Genève. Et puis, si je devais me décrire, je serais sensible, quelqu'un d'ouvert et j'adore rire. Lire. Rire, Rire. souriante. Ok, donc souriante. Ok. Super. Et pour moi, c'est mon premier podcast. Donc c'est une première expérience grâce à toi. Alors, je me réjouis. J'espère que cette expérience, elle va bien se passer pour nous. Alors, je vais commencer en fait, parce que lorsque j'ai préparé cette interview, j'ai découvert que de nombreuses femmes atteintes de cette maladie s'appellent entre elles les Endo Girls ou Endo Women. Et je voulais savoir si c'était également votre cas. Non. Non, moi non plus. Non plus, non. Non. Si c'est pas le cas, est-ce que vous connaissiez ce terme ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je l'ai lu quelque part, oui, dans la presse, mais je me suis pas vraiment reconnue dedans, je dois dire. Ok, donc c'est pas quelque chose qui vous parle? Non. Non. Et est-ce que, avant que l'on vous pose le diagnostic de cette maladie, de l'endométriose, est-ce que vous la connaissiez, ne serait-ce que de nom, ou alors vous n'en aviez jamais entendu parler? Maïté? Alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai eu pas mal de problèmes au niveau ovarien et le diagnostic n'a jamais été posé si ce n'est que à la fin quand on m'a hystérectomisé on m'a dit effectivement vous aviez de l'endométriose. Mais le diagnostic avant n'avait jamais été posé. Il faut dire aussi que j'ai 60 ans et que ça s'est passé il y a 20 ans. Ok. Donc tu n'avais jamais entendu parler de cette maladie en fait? Non, non, j'avais Ok. commencé à me renseigner un petit peu autour de moi parce que un des gynécologues m'avait parlé de l'endométriose, mais on n'en parlait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions et que t'avais l'impression que c'était un peu un sujet tabou, il fallait pas trop en parler Mhm. parce que de toute façon on savait pas comment faire. D'accord. Et toi, Boto? Moi, ça a été découvert en 2013 et auparavant, j'avais jamais entendu parler de l'endométriose. Et donc, quand le diagnostic a été posé, j'ai été sur Internet et puis c'est là que j'ai commencé à avoir des informations. Et au fil des années, je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes étaient atteintes. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je pense que moi, j'étais au courant ou si ça s'est développé davantage, mais c'est une maladie en même temps très rare, mais contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même pas mal de gens qui sont touchés autour de nous, que ce soit entourage proche ou lointain, mais Oui. il y a beaucoup de monde, Tout à fait. de femmes qui sont touchées. Oui. Jacqueline, et toi, tu en avais déjà entendu parler avant qu'on te pose le diagnostic? Alors non, pas du tout. J'ai vraiment découvert cette maladie, j'ai découvert l'endométriose à travers mon diagnostic. D'accord. Justement, en parlant de ce diagnostic, est-ce que vous voulez bien partager avec nous l'historique de votre diagnostic en fait? Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, enfin de quelque chose qui ne va pas, jusqu'à ce qu'on vous dise ce que vous aviez? Enfin, comment ça s'est passé pour toi, Jacqueline, en fait? Quel a été le processus? Alors le processus a été le suivant. Pendant, je dirais, peut-être 7 ans, 8 ans, à partir du moment où j'ai commencé à avoir mes règles, j'ai eu énormément de douleurs. Je vomissais, enfin j'étais vraiment dans un état, je pouvais pas sortir de mon lit pendant des années en ayant justement mes règles. Et
J'allais voir le gynécologue de ma mère à l'époque, donc quelqu'un d'assez âgé quand même. Déjà, donc ça c'était je pense que c'était en 2000. Ouais. Et en fait, j'allais le voir donc tous les mois, et tous les mois, il me faisait une piqûre avec je ne sais pas vraiment quoi encore aujourd'hui à l'intérieur, juste pour pouvoir calmer mes douleurs. Et donc je rentrais chez moi et puis ma douleur s'atténuait peut-être 2-3 heures et ensuite ça Mhm. commençait. Et donc du Ok. coup, c'est ma belle-mère en fait, c'est à elle que je dois d'avoir été sauvée entre guillemets, de enfin comprendre ce qui m'arrivait, parce qu'elle elle a dit mais il y a quelque chose qui joue pas, il faut qu'elle aille voir quelqu'un d'autre en fait, un autre gynécologue. Donc c'est ce que Mhm. j'ai fait, c'est ce qu'on a fait. J'étais sur le canton de Vaud à l'époque et on a été donc voir cette dame et tout de suite, immédiatement, elle a dit mais c'est l'endométriose et c'est un stade avancé, vous devez vous faire opérer le plus vite possible. Et il y a un médecin à Genève, le docteur Jean-Marie Wenger, qui va pouvoir s'occuper de vous. Et donc voilà, donc j'ai été opérée et puis du coup ça m'a donné quelques années de répit. Waouh, quand même. Et donc, en fait, cette première gynécologue, elle t'a jamais dit ou il ne t'a jamais dit ce qu'il mettait, enfin, ce qu'il te donnait, quoi. Non, tout ce que je comprenais, c'était vraiment quelque chose qui m'aidait à passer la douleur, mais c'était un espèce de mix. Ouais, et c'est horrible ce que je vais dire, mais je l'ai recroisé il y a pas longtemps. Ce gynécologue a une permanence, c'est un monsieur, a une permanence à Genève. Et Mhm. mon père était avec moi et il m'a dit est-ce que tu veux que j'aille lui casser la gueule? Et j'ai dit non, mais par contre ça me fait froid dans le dos qu'il exerce encore, en fait, Ouais, parce que ça veut dire tu qu'il y a m'étonnes. tellement de femmes qui sont passées entre ses mains et qui, si ça se trouve, elles n'ont pas eu la chance d'être suivies par quelqu'un d'autre après, Mhm. et que ça a D'avoir un eu, deuxième avis. ouais, c'est ça, un impact sur toute leur vie. Donc bref, Mhm. voilà, ça c'est un peu l'historique pour moi. D'accord. Voto, de ton côté, comment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce qui t'a fait finalement aller consulter jusque de consultation en consultation, ou je ne sais pas si tout de suite en fait on t'a diagnostiqué. Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, il semble que l'endométriose était là depuis longtemps, mais comme je prenais la pilule, il semble que la pilule atténue l'endométriose. Et moi, j'ai eu des règles de plus en plus douloureuses, mais voilà, pour moi, avoir les règles douloureuses, c'était normal. Donc, chaque mois, je prenais des médicaments. Et il y a une période à 33 ans, ça venait de plus en plus fort. Et où, à tel point, je hurlais de douleur. Euh, C'était horrible. Et j'ai été voir ma gynéco au bout d'un moment, mais j'ai mis du temps avant d'y aller parce que pour moi, c'était normal d'avoir mal. Et elle m'a donné des médicaments plus forts. Et il y a une fois, elle m'a donné un Constant, du Constant, qui est un médicament déjà assez fort. Et puis quand je l'ai appelée pour lui dire que ça fait rien, est-ce que je peux prendre une double dose? Elle m'a dit non, non, surtout pas, c'est déjà assez fort. Et là, elle a eu un petit doute, elle m'a dit je vais vous envoyer faire un IRM. Et il n'y a Ok, pas longtemps avant, j'avais fait mon contrôle gynécologique et au contrôle gynécologique, on ne voit pas. Et ok, donc, j'ai été faire un IRM et puis là, le diagnostic est tombé, c'était une endométriose sévère bien, bien avancée. Et là, elle a transmis tout de suite mon dossier en gynécologie aux HUG qui ont pris la suite. Et puis, j'ai eu de la chance d'avoir une gynécologue qui est très informée sur le sujet et qui n'a, pour moi, le diagnostic a été très rapidement fait. J'ai pas attendu des années. Je pense que c'est aussi parce que pour moi, c'était normal d'avoir mal, donc je ne suis pas trop affolée. Mais ma gynécologue, mhm, elle a tout de suite réagi et après, j'ai tout de suite été pris en main aux HUG jusqu'à ce que après je me fasse opérer 6 mois après. d'accord. Ok, ben merci beaucoup. Maïté, de ton côté, comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai très rapidement eu des règles très très douloureuses. Mes premières règles étaient déjà très douloureuses. Alors évidemment, à l'époque, on disait c'est normal, ma fille,
C'est comme ça. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai été voir le gynécologue parce que j'avais vraiment très très mal. Et en fait, ils ont découvert que j'avais des ovaires polykystiques. Donc, ils m'ont enlevé un kyste et à l'ovaire gauche et à l'ovaire droit, il y en avait aussi. Et en fait, ils ne l'ont pas retiré parce qu'ils étaient trop petits, mais ils m'ont donné, ils ont commencé à me donner la pilule à partir de ce moment. Donc, aussi en prenant la pilule, j'avais un peu moins mal. Mais j'ai toujours eu des règles très, très douloureuses. Et puis après, à l'âge de 30 ans, ben, j'ai fait une tumeur en fait bénigne, mais assez particulière, qui était énorme. Et j'ai été Mhm. opérée en urgence. On m'a retiré l'ovaire gauche et la trompe gauche. Et Wow. puis on m'a dit que on n'avait pas touché le côté droit, que je pourrais avoir des enfants. Puis bon, suite à cette opération, ben, une fois que j'ai recommencé à avoir mes règles, c'était toujours très douloureux et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, ça durait plusieurs années. Et c'était tout le temps parce que j'avais des kystes, soi-disant j'avais des kystes. Et puis j'ai même pensé, alors c'est un peu, tu me connais Pascal, tu sais comment je suis Mhm. quelqu'un qui ne laisse pas abattre, mais les douleurs étaient tellement fortes que je me vois un jour en train d'ouvrir la fenêtre de mon salon et de penser à me jeter par la fenêtre tellement que j'avais mal. Oh, wow. Parce que je n'arrivais pas à récupérer d'un cycle à l'autre, en fait. Les douleurs étaient Ok. tellement fortes et les règles étaient tellement longues que quand ça revenait, je n'en pouvais plus et j'étais vraiment au bout du rouleau. Et Ouais, puis là, ils fatiguée. ont finalement décidé enfin, un des gynécologues m'a dit, écoutez, est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants? Moi, j'avais 42 ans, 43 ans. Et puis, il dit parce que il faudrait faire une hystérectomie complète. Et j'ai décidé de faire l'hystérectomie complète. Et voilà. Et c'est là où ils m'ont dit qu'effectivement, j'avais une endométriose. Wow. Mais à l'époque, on me disait que pour être sûr du diagnostic, il fallait opérer. Et Mhm. puis, tout ce que j'avais déjà eu, ben, c'était l'opération risquait d'aboutir à une hystérectomie. Mais si je peux poser une question, Oui. Bien sûr. la première fois quand ils ont tout enlevé côté gauche, à ce moment-là, ils n'ont pas déjà suspecté que c'était une endométriose? Alors, ils m'ont rien dit du tout. Ils ont tout mis sur le compte des ovaires. Alors, il faut savoir qu'après, par la suite, moi, j'ai découvert d'autres choses parce que un jour, j'avais une visite à l'hôpital et puis c'était un peu particulier. Ils m'ont donné mon dossier parce que je devais être transportée d'un service à l'autre. Et puis, il y avait tellement de retard que j'ai eu le temps de lire mon dossier en cachette et j'ai vu qu'en fait, ils m'avaient enlevé aussi une grande partie de mon ovaire droit. Ce qui fait que bah, moi, je tombais pas enceinte et puis ça, je le savais pas, quoi, alors qu'on m'avait dit que tout à droite, tout était parfait. Donc il y a eu de la Donc, mauvaise information pendant très, très longtemps, quoi. donc en fait, ils t'ont menti, on Ouais, va dire. ouais. Ils t'ont pas du tout dit Non, ce non. qu'ils avaient. Donc à partir de là, les filles, je vous conseille, moi je me suis inscrite au dossier médical de l'hôpital cantonal Mhm. et je relis tout le temps ce qu'on me fait parce que bon, moi j'ai eu plusieurs interventions. Je vais souvent consulter mon dossier pour savoir ce qu'on m'a fait exactement, quels sont les médicaments qu'on m'a donnés, les traitements qu'on m'a fait, parce que c'est pas toujours ce qu'on vous dit, quoi. Ou des fois aussi, ouais, on ne comprend pas forcément toujours tout de suite, tout de suite. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est un bon conseil à donner. Par rapport à ça, en fait, justement, ces douleurs, enfin, je me dis, est-ce que vous avez, on parle souvent d'écouter son corps. Est-ce que vous avez l'impression que votre corps vous parlait pendant ces années où vous saviez pas encore ce que vous aviez? Et si oui, est-ce que vous avez l'impression d'avoir écouté votre corps ou finalement pas trop? Alors moi personnellement, oui, j'écoutais mon corps, j'avais pas le choix. Les douleurs étaient tellement violentes que je pouvais pas faire abstraction de ça, quoi. Donc Mhm. oui, j'écoutais mon corps. Maintenant, j'ai fait plein de gynécologues différents. J'ai tout essayé, quoi, parce que c'est vrai que à un moment donné, la douleur est tellement forte. Mhm.
qu'on a envie que ça s'arrête par tous les moyens, n'importe quel moyen. Mhm. Jacqueline, par rapport à ça, tu as envie de... Oui, alors, disons que moi, j'étais quand même plus jeune quand c'est arrivé. Donc c'était un peu plus difficile pour moi on va dire, d'écouter mon corps. Je voyais bien que ça n'allait pas du tout, qu'il y avait vraiment un gros souci. Mais c'est vrai que, en fait, ton esprit il devient un peu assombri par un espèce de nuage et une détresse que tu peux pas vraiment expliquer aux autres, en fait. C'est très C'est compliqué. exactement ça. C'est ça, hein. Et donc, du coup, t'as beau expliquer à tes parents, à tes sœurs, à tes proches, à ton mec que voilà, ça va pas. Et puis, les gens pensent pas que t'exagères, mais ils peuvent pas imaginer une seule seconde cette détresse, cette souffrance. Donc, du coup, oui, tu écoutes ton corps, mais en même temps, le corps médical, lui, en face, il te répond en disant, c'est juste un moment à passer. Donc, du coup, t'es un peu dans un espèce de doute permanent et tu te dis, OK, il y a quelque chose que je joue pas, mais en même temps, il y a personne avec une autorité qui me donne une solution. Donc, ça veue dire que voilà, je dois juste vivre avec ça toute ma vie, ça va être un cauchemar. Mais je vais devoir juste, survivre avec ça et puis peut-être qu'un jour, ça s'éteignera jusqu'au jour où on te délivre. Mais moi, j'ai vraiment vécu comme ça. Mais en effet, je recommande vraiment, vraiment, vraiment à toutes les femmes, toutes les jeunes filles, toutes les ados, si elles pensent qu'il y a quelque chose qui joue pas, de pas juste aller voir un seul médecin déjà de un. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. À mon avis, il y avait les réseaux sociaux comme aujourd'hui et les groupes sur l'endométriose. J'aurais peut-être aussi eu, on va dire, plus de soutien externe et une manière pour moi de m'informer. Donc vraiment, je recommande à tout le monde d'aller se renseigner et aux mamans et aux papas aussi, pas que les jeunes filles. C'est vraiment un truc qu'il faut faire aussi en famille parce qu'il y a besoin d'un soutien énorme. Oui, parce que le problème, culturellement, avoir ses règles et avoir mal, c'était normal pendant très très longtemps. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'était comme Mais en ça. fait, je posais la question parce que justement tout à l'heure, Voto disait, oui, j'avais mal, mais je suis pas allée chez la gynéco en fait parce que c'était normal d'avoir mal. Donc en fait, moi j'entends là-dedans, en fait mon corps me parle, mais je l'écoute pas. Donc je fais comme si de rien, donc comme si un peu on se dissocie de cette douleur par rapport à cette légende urbaine de c'est normal d'avoir mal. Et puis quand enfin et finalement Boto a eu de la chance parce qu'elle avait une gynéco qui était bien informée, mais j'imagine aussi que si ça n'avait pas été le cas, c'est-à-dire le jour où tu t'écoutes et que le corps médical en face te dit non, c'est normal ma petite dame, peut-être que justement de nouveau on ne s'écoute plus. Surtout que dans le milieu médical, les IRM, on ne se les fait pas automatiquement. Il y a des médecins qui n'aiment pas se prescrire une IRM. Et moi aussi, le fait qu'on avait toutes femmes, généralement, on fait un contrôle annuel chaque année. Lorsqu'on fait le contrôle, tout a l'air d'aller bien. Donc, on se dit que ça va bien et que c'est juste les règles qui sont un peu plus douloureuses. Et je me dis que après, si aussi mon corps, à un moment donné, a commencé à être plus fort, c'est aussi peut-être une alerte parce que chaque fois que ça augmentait, c'est à ce moment-là que les douleurs étaient dures à supporter que je me suis dit, je vais en parler à ma gynéco. Et surtout, c'est le fait que le temps passe et plus le temps passe, plus la maladie, elle grossit. Et en sachant, moi, je me dis que dans mon malheur, j'ai de la chance, c'est que moi, j'avais des douleurs. Il y a des femmes qui n'ont pas de douleurs. Donc, tout à fait. c'est au moment où elles essaient d'avoir un enfant que c'est à ce moment-là qu'on commence à penser à l'endométriose. Mais c'est ce côté où, pour moi, chaque mois, c'était la peur au ventre de me dire mes règles vont arriver. Et la seule chose que j'arrivais, je prenais des médicaments, etc. Et c'était mon plus grand, je veux dire, c'était ma bouillotte. C'était la seule chose qui, pendant quelques minutes, arrivait à atténuer la douleur. Je ne me promenais jamais sans ma bouillotte.
Mais c'est vraiment horrible et surtout de se dire, mais j'ai mal, j'espère que demain matin ça va aller mieux pour aller au travail parce que c'est compliqué de se dire de ne pas aller au travail parce qu'on a mal, parce qu'on a mal. Tout à fait. Donc si je reviens juste sur ce diagnostic en fait que je trouve assez important finalement. Donc Jacqueline, tu nous disais que ça a pris entre 7 à 8 ans pour qu'on te pose le diagnostic, c'est ça? Oui, je dirais même peut-être entre 7 et 10 ans, honnêtement. Entre 7 et 10 ans. Oui. Donc t'as quel âge quand on te pose le diagnostic? J'ai, je crois que j'ai 20 ans ou 22 ans, je sais plus exactement. Mais Ok. ouais. Et donc toi, Voto, finalement, on va dire que entre tes douleurs vraiment très fortes et la pose du diagnostic, il s'est passé à peu près combien de temps? Juste quelques mois, même pas une année. Mais le D'accord. problème, c'est que je pense aussi, c'est parce que l'endométriose était à un stade tellement élevé que les douleurs étaient vraiment atroces. Et là, c'était opération. Ouais. Donc Maïté, toi, tu disais que finalement, le diagnostic, il a pas vraiment été Ils posé, m'en c'est ont, seulement après ils m'en- l'opération finalement. ils m'en ont parlé, ils m'ont dit, ah, c'est peut-être une endométriose, mais ce qu'on m'avait dit, c'est que pour avoir une certitude, il fallait opérer. Ok. Et finalement, comment on réagit au diagnostic de l'endométriose? Parce que comme vous disiez au début, bah, aucune de vous ne savait ce que c'était. Et donc, tout à coup, on vous dit, ah ben voilà, c'est l'endométriose. Donc, on réagit comment à ce diagnostic? Ben, la première chose, c'est il y a 7 ans, c'est d'aller voir sur Internet les informations. Et donc, on a plein de renseignements, d'informations, mais plein de choses aussi se contredisent. C'est une sorte de période de doute, d'incertitude. Le mot, moi, qui ressortait tout le temps, c'était, je voyais infertilité, infertilité. Et donc après, jusqu'à ce que j'ai rendez-vous aux HUG où j'ai pu avoir des informations. Mais la première chose, c'est on te dit l'endométriose, mais tu n'as pas trop d'informations. Hein. Donc c'est d'abord une recherche personnelle et après auprès du corps médical. Mais là, je vois déjà, moi, quand je me suis fait opérer en 2013, et maintenant, ben, ça a déjà quand même pas mal évolué parce que quand je me suis fait opérer, il n'y avait pas de centre d'endométriose à la maternité. Maintenant, il y a un centre d'endométriose, il y a des conférences, il y a des séances d'information. Donc, il y a, il y a des petits pas qui font parce qu'on est encore loin de. Quand j'entends justement Jacqueline ou Maïté, ça prend autant de temps et on sait que la maladie, en autant d'années, elle peut faire des graves dégâts. Ouais, tout à fait. Mais quand la gynéco te dit que ah ben voilà c'est l'endométriose, est-ce que tu as peur? Parce qu'avant d'aller sur internet, forcément tu es seule avec ta gynéco. Est-ce que tu te dis mais enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, est-ce que tu as peur ou est-ce que tu es rassurée finalement d'avoir un diagnostic? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ben, j'ai peur parce que dans le sens qu'elle m'a expliqué en gros ce que c'était l'endométriose. Et puis surtout que mon dossier était transféré tout de suite aux HUG et elle m'a dit qu'il y aura une opération. Donc forcément, lorsqu'on parle d'opération, on se dit que c'est grave. Et donc après, ben, je me rappelle, pendant des jours et des semaines, c'était regarder sur Internet, me renseigner. Et, des fois, c'est rassurant, mais des fois, ça fait encore davantage, c'est encore beaucoup plus stressant. Ouais, Parce ça que, fait plus peur. Ouais. voilà, ouais. Et toi, Jacqueline, quand on pose des diagnostics, comment tu réagis? Oui, alors ma première réaction, clairement, c'était du soulagement. Parce Ok. que enfin, tu as un mot, tu as un terme et tu as surtout une définition de ce que tu vis depuis des années. Et ensuite, je dirais, la deuxième réaction, c'est oh mon Dieu, en fait, maintenant je sais que ce que j'ai, mais je sais aussi maintenant que c'est quelque chose que j'aurai à vie, que je vais vivre avec ça toute ma vie. Donc ça, c'est un peu de désespoir quand même, enfin, même beaucoup. Ça, c'est vraiment, ouais, j'ai pas eu peur, j'ai juste été hyper triste de me dire que
j'étais condamnée, quoi. Enfin, j'étais condamnée à vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais ensuite, après, donc soulagement, ensuite tristesse, et ensuite espoir quand même, parce que tu sais que on va t'opérer. Ok, super. Bah justement, alors ça veut dire que pour finalement un peu vous deux, Voto et Jacqueline, c'est l'opération qui est la première solution qu'on vous propose. Oui. Ok, alors je dirais pour toi, Jacqueline, en fait, cette opération, on t'explique qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'on te dit qu'on va te faire, finalement c'est quoi cette opération? Alors déjà, on m'explique que ça s'appelle une laparoscopie. Donc, c'est de passer une petite caméra à travers le nombril, en gros, pour te faire deux petites incisions sur le bas du ventre, on va dire, et qui vont rentrer comme ça et enlever petit à petit enfin, c'est un peu comme des métastases, en tout cas les cellules qui sont touchées par l'endométriose. En gros, il t'explique ça, et puis que tu as aussi des fibromes un peu partout, à plusieurs endroits, et qui vont te les enlever. Donc, D'accord. Voilà, c'est ça. Et ils t'expliquent comment ils vont les enlever, parce que de ce que j'ai vu, il y a un peu deux techniques, si j'ai bien tout compris, que c'est soit par ablation, soit par excision. Est-ce qu'on t'en parle ou pas du tout? Alors, ils m'ont pas donné le mot excision parce que je pense que j'aurais un peu paniqué. Non, moi, je vois plutôt ça comme je trouve plus le terme en français, mais ouais, plus comme une ablation, on va dire. Exactement. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord. Et toi, Boto? Oui, on va dire que dans cette période-là, on a tellement d'informations, ça bouillonne, donc des fois, même maintenant, comme elle disait Maïté, des fois c'est bien de relire son dossier parce que comme ça, on a plus de termes, et puis avec le recul, il y a peut-être certaines choses qu'on peut mieux comprendre. Mais moi, j'ai pas souvenir qu'on m'a parlé d'excision. Je pense, moi, ce serait plus ablation. Moi, c'était des adhérences. Et je me rappelle, il m'avait expliqué que ce serait aussi par laparoscopie, que ce sera une opération qui ne va pas durer trop longtemps, mais que moi, c'était au niveau des adhérences, qu'il y avait pas mal d'adhérences. Et je me rappelle que pour imager ça, il m'avait fait un croquis de l'anatomie, où sont les organes et où c'était touché. Et ce que je me rappelle bien, c'est qu'il m'avait dit que c'est comme un effet chewing-gum, et que le chewing-gum là, c'est étalé dans un peu beaucoup d'organes, et du coup, forcément, c'est comme si on met un chewing-gum, et du coup, ça lie les organes entre eux et ça rend les organes moins efficaces. Et donc, moi, c'est le terme chewing-gum qu'il m'avait imagé pour exprimer des adhérences. D'accord. Et en fait, je vous pose la question parce que, justement, en préparant un petit peu cette interview, j'ai pas mal lu sur Internet aussi, comme vous. Et puis, Jacqueline m'a prêté un livre de Peggy Favez. Et justement, dans ce livre, elle parle de la différence entre les deux. Donc, l'ablation et l'excision. Effectivement, le mot est assez, je pense que pour beaucoup de femmes, le mot est assez fort. Mais elle disait que, en fait, tous les gynécos peuvent pratiquer une ablation. Donc c'est en fait un peu brûler les mauvaises cellules, les adhérences, mais que ça se fait donc en surface, mais que par contre une excision c'est fait par des spécialistes, et que là vraiment ça peut prendre jusqu'à 8 heures, l'opération elle peut prendre entre 8 et 10 heures, et que c'est vraiment enlever. C'est donc une excision, donc on enlève vraiment tout jusqu'à la racine, et que là, il y a vraiment moins de chances que ça revienne, en fait. Et je me demandais, en fait, si on vous en avait parlé, ou en fait, pas du tout, si on vous avait proposé les deux solutions, ou en fait, c'était directement l'ablation, finalement. Non, on nous a pas, ou sinon on nous a parlé, mais moi, le terme excision, comme disait Jacqueline, ça m'aurait rappelé, mais non, on n'a pas parlé. Très bien. Et vous êtes diagnostiqué, vous savez ce que vous avez, et à qui vous en parlez finalement? Est-ce qu'on en parle à ses amis? Est-ce qu'on en parle à sa famille? Est-ce qu'on va voir des thérapeutes, des psychiatres?
parce que vous parlez toutes de douleurs quand même bien fortes. Et je me demande en fait, voilà, qu'est-ce que vous faites en fait, parce que moi ça m'a ému beaucoup là, Maïté, tout à l'heure quand tu disais que voilà, à ce moment en fait t'as tellement mal que tu ouvres cette fenêtre en te disant que t'as envie de te jeter. Donc à qui on en parle en fait? Alors moi, mon entourage était au courant, mais c'était le problème, c'est que c'était toujours mis sur le compte des kystes. Mmh. Donc, mon entourage comprenait ma souffrance et la respectait, et ils savaient pas quoi faire pour m'aider, c'était ça, quoi. Mon compagnon non plus, il se rendait bien compte que c'était horrible, mais j'allais chez le médecin, il y avait pas de solution qui se profilait, et faut dire aussi une chose, je sais pas si les autres filles l'ont vécu comme ça, moi je me suis socialement beaucoup coupée à ce moment-là. Parce que c'est vrai que quand tu sortais, que tu avais mal, tu peux pas tout le temps dire aux gens: «Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal», quoi. Et puis il y avait aussi que j'avais des énormes hémorragies et que c'était hyper gênant, quoi. Donc à un moment donné, tu te coupes de toute vie sociale. OK. Et pour toi, Jacqueline? Oui, alors ouais, psychologiquement, c'était vraiment, comme je disais avant, très compliqué. Du coup, j'ai commencé à consulter OK. une psychologue, et ouais, en plus, ouais, c'est vraiment ça. Je pense que ça vraiment on minimise, mais même personnellement, on minimise l'impact que ça a sur tous les aspects de ta vie en fait. Mmh. Tu vois, parce qu'après tu as aussi des problèmes à être dans une relation sentimentale, c'est très compliqué. Mmh. T'imagines bien que si t'as mal pendant les contrôles, bah t'as mal à d'autres moments aussi, hein, pendant les rapports, Mmh. etc. Donc Tout à fait. du coup ça vient aussi pour la construction de soi-même, c'est pas facile. Mmh. Et puis de nouveau, quand t'en parles, même avec un psy, eh ben t'es face à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Donc ouais, c'est compliqué. C'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu t'es sentie comprise par ton psy ou en fait pas Disons forcément? que je pense vraiment euh, que, c'est- que cet aspect-là de moi n'a pas été assez, ouais, assez comprise et assez, comment dire, ils n'ont pas vu que ça avait vraiment un impact sur plein de choses. Et du Mmh. coup, bah voilà, enfin, ouais, ouais. Et toi aussi, tu t'as pas pu vraiment, enfin, tu t'as senti, est-ce que tu pouvais en parler à tes amis ou est-ce que, comme Maïté, tu t'es un petit peu désociabilisée par rapport aux amis ou finalement avec les amis ça allait Hum, et t'arrives quand même à avoir Alors, une vie entre c'est guillemets vrai que je normale? ne parlais pas beaucoup, honnêtement. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui l'ont appris récemment. Puis en fait, je me rendais pas compte que j'en parlais pas. En fait, les gens le découvrent et mais je t'en ai jamais parlé? Non? Ah, ok. En Mmh. fait, je crois que tu t'auto-censures. Parce que déjà, c'est quelque chose d'hyper. Enfin, il y a aussi le sentiment de honte, hein. Quand tu sors ou tu fais un truc et puis que tu sais pas si tout d'un coup tu vas saigner à profusion et puis que ça va avoir un impact sur toute ta soirée, c'est un cauchemar, hein. Donc, Mmh. ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas forcément pendant vos règles en fait que vous saignez. Bah, disons que c'est pas du tout régulier. T'as pas des règles régulières. Donc, c'est quand même pendant les règles, mais elles sont pas régulières. Donc, D'accord. t'as beau prendre, par exemple, moi, j'ai pris une pilule qui s'appelle la Visane, que tu prends en Mmh. continu. Et ben, ça n'empêche pas que si l'endométriose est de retour et que les fibromes sont de retour, bah, tu peux saigner à n'importe quel moment. Et ça, c'est de vivre avec ça au jour le jour, c'est très compliqué. Ouais. Tu te dis, bah, il y a rien qui bloque le fait que cette nuit ou demain ou dans 2 jours quand je vais aller en vacances, et ben, tout d'un coup, je vais me mettre à saigner. Mmh. Tu vois? Et avoir mal. Et avoir mal en plus, ouais. Et à Mmh. ne rien vraiment pouvoir faire pendant quelques heures, quoi. Mmh. Et ça a été similaire pour toi, Boto? Tu as pu en parler un petit peu? Est-ce que toi aussi, tu as pu voir quelqu'un ou tu en parlais à tes amis assez ouvertement ou... Oui, j'ai parlé un petit peu à mon entourage proche, mais comment dire, c'est quand même quelque chose que
on n'en parle pas non plus facilement comme ça parce que tout le monde, beaucoup ne sont pas au courant, ne connaissent pas la maladie, donc des fois c'est difficile à imaginer à quel point ça peut être compliqué. Mais c'est surtout que je sais pas s'il y a une sorte de tabou dans le sens que on en parle à son entourage proche, mais c'est comment dire, on subit un petit peu. Moi, j'ai eu vraiment ce côté de soulagement quand il y a le diagnostic, au moins on sait pourquoi on a mal. On se dit, ben, je n'exagérais pas, j'avais réellement quelque chose. Et mais moi, jusqu'à l'opération, comme ça s'est passé assez vite. Donc moi, ça c'est l'endométriose. Pour moi, c'est le après l'opération qui a été vraiment que j'ai senti l'impact de l'endométriose. Avant, c'était plus des douleurs, mais après, jusqu'à l'opération, ça allait. C'était pas un parcours aussi difficile que Jacqueline et Maïté. Mhm. Donc, en fait, voilà, on parlait de ce symptôme le plus commun que sont les douleurs, un peu à toutes les femmes, enfin à beaucoup de femmes qui ont l'endométriose, parce que, comme on disait tout à l'heure aussi, on peut avoir de l'endométriose sans douleur et des fois même c'est presque pire parce que voilà, on peut l'avoir pendant longtemps, être à un stade bien avancé et ne se rendre compte de rien. Donc là, vous nous avez bien expliqué que vous avez subi, résisté, et j'ai envie de vous demander sur une échelle de 10, à combien vous estimez votre résistance à la douleur, Maïté? Moi, j'ai une résistance à la douleur très élevée parce que, comme tu sais, j'ai eu d'autres opérations pour d'autres choses. Je suis quelqu'un qui résiste énormément et qui cache énormément. Je continue à vivre avec la douleur, je suis une battante. En revanche, avec l'endométriose, j'avais baissé les bras parce que je ne pouvais plus récupérer. Mais je veux dire, quand tu saignes quasiment 20 jours sur 30 et puis que t'as plus aucune force, quoi. Mais tu dirais que ta résistance, elle était à 8, 9, 10? Au moment des douleurs de l'endométriose? Ouais, ou de n'importe quelle douleur, ta résistance en fait. Toi, t'arrives, tu te dis que moi, je peux aller jusqu'à... Moi, je peux aller jusqu'à 10. Je veux dire, oui, j'ai supporté plus que. Pour moi, l'endométriose, c'était plus que du 10, quoi. Ok. Et toi, Jacqueline? Moi, ma résistance à la douleur, elle est à 15. Voto? Ouais, moi, largement plus que 10. Ok. Ouais. Et alors, ma question, en fait, c'est, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça vaille la peine de tant résister à la douleur? Non. Non. Non, parce que faut faire un diagnostic rapidement et puis ça évite justement que ces douleurs augmentent et puis plus on attend, plus ça complique la situation. Donc après, il y a dernièrement, j'étais aux HUG et une infirmière, elle me disait que il y a encore des médecins actuellement qui pensent que c'est la maladie à la mode. Donc Oui, il y a c'est encore exactement ça. un médecin. Ah bah oui. Mais parce que je vous pose la question parce que voilà, ici on est des femmes et qu'on a cette tendance, j'ai l'impression nous, à supporter, à résister et puis d'attendre d'être au bout du bout pour et voilà, et je me dis peut-être qu'il est temps qu'on arrête en fait de résister à la douleur. En fait, on a mal et on se dit j'ai mal et puis voilà, on le dit et donc je voulais avoir votre avis là-dessus en fait. Moi, je me suis considérée pendant longtemps comme une warrior. Actuellement, bon, c'est peut-être l'âge qui fait ça aussi, mais je refuse d'avoir mal. Maintenant, si j'ai mal, je dis et je râle, quoi. Je supporte pas. Voilà, j'ai mal, je veux qu'on m'enlève cette douleur. Vous faites ce que vous voulez, mais je veux plus cette douleur. Avant, je résistais. Maintenant, je résiste plus. Ok. Jacqueline, de ton côté? Oui, pareil, ouais. Moi, j'ai l'impression pendant longtemps de faire semblant, en fait. Exactement. Ouais, Être moi-même. exact. Et là, c'est terminé. C'est terminé. Et d'ailleurs, je vais me faire opérer, là, dans pas longtemps. Et c'est la 3e opération, j'espère la dernière. Celle que j'ai eue précédemment, c'était il y a 9 ans, un truc comme ça. Et ouais, je fermerai plus ma bouche, quoi.
Je vais en parler le plus possible aussi. Donc, c'est pour ça que je trouve vraiment génial cette initiative du podcast. Et je pense que, ouais, en tant que femme, mais à tous les niveaux de toute façon, en tant que femme, parce qu'on nous Oui, c'est ça. apprend depuis qu'on est petite à fermer nos gueules et puis à dire à en dire le moins possible sur ces problèmes et tout, bah c'est terminé. Surtout gynécologique en plus. Hein. Et encore plus gynécologique parce que ça dérange les hommes. Non, non, Exact. c'est terminé. D'ailleurs, moi, pour la petite histoire, alors rien à voir avec douleur, mais moi, ça fait maintenant un petit moment que quand j'ai mes règles et que je dois prendre mes serviettes dans mon sac. Enfin, bon, maintenant, j'ai plus de serviettes vraiment, mais l'autre jour, elles sont arrivées sans que je n'y pense et j'avais été acheter un paquet. Parce que maintenant je dis vive la queue et vive les culottes menstruelles. Je prends mon paquet, je sors de mon sac et il y avait un collègue à côté et je les ai sortis en fait. Et je me suis dit je m'en fiche parce que en fait tous les mois ils savent qu'on a nos règles. Donc en fait pourquoi en fait je dois me cacher, prendre ma petite sacoche, aller aux toilettes. Je me suis dit non, je la sors et puis rien à faire. Et puis voilà. C'était mon statement politique de je suis une femme et puis voilà quoi. C'est très bien. Et je trouve que si les serviettes hygiéniques elles n'avaient pas une odeur, tu sais, comme il y a, qui est un peu désagréable, on devrait les mettre sur les bureaux quoi. Ben grave. Je te jure. Donc on va continuer à parler des douleurs. Tout à l'heure, tu l'as légèrement évoqué, Jacqueline. Alors, bien sûr, c'est une petite question assez intime. Hein. Il y en a certaines qui ont effectivement des douleurs qui se manifestent lors des rapports sexuels. Je ne sais pas si vous voulez en parler, si ça a été le cas pour vous. Comment elles ont... Finalement, quand on a des douleurs lors des rapports, comment elles sont appréhendées et puis surtout par vous et puis surtout aussi par vos partenaires. Comment on fait finalement quand on a des douleurs durant un moment qui est si intime, où on est censé lâcher prise, où on est censé être bien, et puis finalement, on a mal. Il faut en parler, il faut beaucoup dialoguer. Le dialogue est très important. Moi, j'avais que des douleurs que pendant les règles, avant l'apparition des règles et pendant les règles. Non, moi j'avais pendant les rapports aussi, mais voilà, j'en parlais avec mon compagnon, j'ai eu la chance qu'il était à l'écoute, il faisait attention, et puis voilà, il faut se mettre dans une disposition mentale qui fasse que la femme puisse prendre autant de plaisir que l'homme. Mmh. Ouais. Je pense que ça doit pas toujours être évident pour les femmes qui vivent ces douleurs. Donc ouais, je pense qu'effectivement le bon conseil c'est d'en parler pour que le partenaire puisse comprendre en fait. Et toujours à propos de ces douleurs, parce que forcément c'est le sujet. Au niveau professionnel, comment on s'en sort avec des douleurs tous les mois ou plusieurs fois par mois? Est-ce qu'on en parle à son employeur? Est-ce que qu'est-ce qu'on dit en fait quand on peut pas venir travailler ou qu'on est plié sur son lieu de travail, on est plié en deux parce qu'on a tellement mal? Comment ça s'est passé pour vous au niveau professionnel? Moi, j'en parlais pas, j'en ai jamais parlé. Parce que oui, je pense que les gens sont pas prêts, enfin, les gens étaient pas prêts à entendre aussi. Mmh. Et je supportais, voilà, je supportais. Mais donc, tu as dû des fois poser des jours et pas aller travailler ou... Ouais. Mais j'ai très peu manqué par rapport à ça. Parce que je supportais, voilà, c'était comme ça. Moi aussi, j'ai très peu, j'ai même, je pense, jamais manqué, parce que moi, c'était surtout c'était la nuit que c'était horrible. Après, la nuit, je prenais ma bouillotte, je prenais des médicaments. La journée, je me bourrais de médicaments. Mais la journée, le matin, j'étais un peu KO, mais ça allait. Mais c'était surtout le soir. Non, alors moi j'en parlais à partir du moment où justement je devais louper des jours à cause de ça. Donc c'est à ce moment-là que j'en parlais. Mais souvent je me retrouvais face à des gens qui avaient aucune idée de ce que c'était. Encore récemment, j'étais très choquée dans l'endroit où je travaille. En plus, je travaille avec des journalistes. Il y en a plein qui savaient pas ce que c'était en 2020. Et pour moi,
ça me paraît un peu inconcevable. Mais voilà, ça montre bien le tabou dans la société. Je pense qu'il faut en parler parce que justement, ça permet à ce que ce soit moins tabou et puis ça permet aussi à pas avoir cette honte, cette gêne de se dire comment je vais faire. Ouais, il faut en parler. Il faut absolument en parler. Oui. Et puis, je veux juste rebondir sur les douleurs tout à l'heure par rapport au rapport sexuel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, enfin, pour beaucoup de femmes, j'en ai fait partie où t'as tout simplement plus du tout envie parce que t'as juste trop mal. Donc, après des baisses de libido Ouais. qui sont non négligeables. Et de nouveau, il faut pas se sentir mal par rapport à ça. Il faut vraiment, comme on disait avant, écouter son corps. Et ouais, Oui, tout à fait. Bah ouais, forcément, après, c'est important. on a mal, on n'a plus envie. Avec le partenaire, après, ça devient aussi compliqué parce que bon, c'est quand même important dans une relation. Exactement. Donc oui. Ouais. Une femme sur 2 atteinte d'endométriose a des problèmes d'infertilité. Tout à l'heure, Voto nous disait que quand elle a été un peu sur Internet, tout ce qu'elle voyait, c'était infertilité, infertilité, infertilité. Je voulais savoir si la question du bébé s'est posée pour vous ou finalement, c'était même pas un sujet en fait. Donc voilà, Maïté peut-être. Alors, moi, elle s'est pas posée puisque, comme je disais Ouais. tout à l'heure, j'avais des problèmes au niveau des kystes. Comme déjà, j'étais entre guillemets préparée au fait que je n'aurais pas d'enfant puisque j'avais déjà eu cette opération à 30 ans. Après, il m'avait dit que je pouvais avoir des enfants, mais ben voilà, moi, j'ai pas pris de contraception et je tombais pas enceinte. Donc, jusqu'au jour où j'ai découvert que bah, ça allait être très difficile de tomber enceinte parce qu'il me restait qu'une petite partie de l'ovaire et que ça avait été très abîmé. Maintenant, je pensais pas à l'endométriose. Donc, moi, je m'étais fait une raison. C'est pas le fait de savoir que j'avais l'endométriose qui allait me faire poser des questions sur une fertilité ou pas. Donc, pour moi, la solution, quand ils m'ont proposé l'hystérectomie, j'avoue que c'était une délivrance. Je l'ai vécu comme une délivrance. Je suis tombée enceinte une fois et j'ai fait une fausse couche très rapidement. Mais j'ai jamais voulu faire d'acharnement thérapeutique dans ce sens-là en me disant ah, je vais essayer d'avoir des enfants ou quoi que ce soit. Peut-être que si je l'avais fait, on m'aurait dit diagnostiquer plutôt l'endométriose, je sais pas. Mais pour moi, fallait d'abord que je règle mes problèmes de douleur, quoi, avant de m'inquiéter pour autre chose. Et c'est vrai que, comme disait Jacqueline, c'est long, les années passent, et puis quand tu ouvres les yeux, c'est un peu tard, quoi. Pour toi, Jacqueline? Alors, c'est vrai que moi, il y a 2 ans, justement quand c'est revenu en fait, quand il a de nouveau été question de peut-être qu'il faut opérer parce qu'il y a des fibromes qui sont réapparus, moi j'ai dit à mon gynécologue non mais là j'en peux plus, je vais juste faire une hystérectomie, je crois pas que je vais vouloir avoir des enfants et tout. Et puis heureusement lui m'a dit c'est hors de question, vous êtes beaucoup trop jeune. On va simplement d'abord faire un traitement, voir si ça peut réduire la taille des fibromes. Et à la fin du traitement, si ça joue toujours pas, on va opérer, mais je ne peux pas vous laisser prendre cette décision-là maintenant. Et je veux dire, c'est Donc, tu as quel âge à ce moment-là? Ok. Et je veux dire que j'avais apprécié ça. Et c'est vrai que justement, je suis allée 1 ou 2 fois à ces conférences autour de l'endométriose organisées par les HUG. Et en discutant, ouais, j'ai parlé à des femmes qui, elles, justement, n'avaient pas eu le diagnostic à temps. Et du coup, on leur a fait une hystérectomie alors qu'elles auraient vraiment, vraiment voulu avoir des enfants. Je me dis rien que par rapport à ça aussi, je me dois de garder en tout cas mon choix ouvert pour l'instant. D'accord. Voto, donc tu nous parlais tout à l'heure de ce fameux mot infertilité que tu as beaucoup vu. Donc la question s'est posée pour toi parce que tu veux des enfants en fait ou en fait avant ça la question ne se posait pas. Finalement, c'est la maladie qui t'a emmené à te questionner ou alors tu te questionnais déjà Non, avant? moi j'ai toujours voulu avoir des enfants et quand le diagnostic a été posé, j'avais 33 ans et je me rappelle que quand
on préparait l'opération, je disais au médecin, parce que j'avais déjà entendu que des personnes se font opérer, et puis après ils se réveillent, et puis on leur dit, finalement on a dû enlever tel organe, etc. Et moi j'avais dit au médecin, quoi qu'il arrive, moi j'aimerais avoir des enfants, donc vous m'enlevez rien. Donc si c'est plus compliqué que prévu, vous arrêtez l'opération, vous me réveillez, mais vous m'enlevez pas mes organes. Et il était très conscient de ça et il m'a dit qu'on fera de toute façon le nécessaire. Et pour moi, j'ai répété plusieurs fois ça en disant, si l'opération se passe pas bien, ben, on arrête tout, mais vous mangez pas d'organes. D'accord. Ok. Alors Maïté, tu nous disais tout à l'heure avoir subi donc une hystérectomie, donc cet acte médical qui consiste à se faire enlever l'utérus. Donc finalement, comment on arrive à cette décision et surtout à quel âge au moment de l'opération? Alors moi j'avais 42 ans quand on m'a opéré. J'ai pas pris la décision tout de suite. J'ai quand même tardé à apprendre, je dirais 2 ans. D'accord. Parce que bah, justement par rapport au côté infertilité, parce que moi ce que les médecins me disaient, c'est une fois que j'étais opéré, les risques, enfin je veux dire, même si on m'opérait pour aller faire une laparoscopie et regarder ce qu'il y avait, s'il y avait une endométriose ou pas, vu ce que j'avais eu avant, c'était sûr qu'on finissait par une hystérectomie. Donc D'accord. j'ai quand même traîné, puis c'est la douleur qui m'a fait me décider de plus supporter justement ces périodes où j'ai pensé à en finir parce que je pouvais plus supporter du tout. Donc j'avais 42 ans et pour l'anecdote, le jour où je suis sortie de l'hôpital après l'opération, c'était la fête de la musique. À la place de rentrer chez moi, j'étais à la fête de la musique. Waouh. Wow. Incroyable. C'était comme un nouveau jour, une nouvelle vie. Et j'avais envie de sortir, de voir du monde. Donc moi j'allais te demander, est-ce que tu t'es sentie moins femme après l'opération, mais ce que tu nous dis là, je pense pas. Hein. Absolument pas, alors. Non. Ok. Non, alors je dirais même le contraire. Ok. Parce que vu que bah après t'as plus de douleur, t'as plus rien, moi je revis quoi. Quand j'entends mes amis qui ont mal, je me dis mais punaise c'est fini tout ça quoi. Je veux dire j'ai plus eu à m'en préoccuper et je suis devenue tout d'un coup j'ai repris le cours de ma vie et j'ai voulu être coquette et j'ai voulu m'occuper de moi, chose que je ne pouvais pas faire avec les douleurs. Donc pour Tant moi mieux. c'était une résurrection. Ouais, ça a Ouais, été. j'ai souvent entendu ce terme-là, Ouais. résurrection, de la part de femmes qui ont réussi à se faire opérer et puis justement à ne plus avoir de douleur. Ça te change la vie. Donc les filles, qu'est-ce qu'on vous donne en fait pour atténuer les douleurs? Parce que donc si je comprends bien, c'est soit on se fait opérer, soit on prend des médicaments. Donc comment concrètement, en quoi ça consiste ces médicaments? C'est quoi et qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous aide vraiment ou finalement pas? Parce que j'entends quand même que tu disais que tu as encore mal, Jacqueline, et que tu vas te faire opérer. Donc justement entre deux opérations, en l'occurrence là tu disais que ça fait quand même 9 ans la dernière. Donc qu'est-ce qui se passe en fait entre l'opération d'il y a 9 ans et la future opération qui va avoir lieu prochainement? Pendant plusieurs années, tout se passe bien. Vraiment, tout se passe bien. T'as tes règles. Pardon, tu n'as pas tes règles en ce qui me concerne parce que justement, tu prends la pilule en continu, mais t'es vraiment bien. Tu peux vivre normalement et puis un peu du jour au lendemain, tu commences de nouveau à avoir des douleurs et des saignements alors que tu prends cette pilule et tu te demandes, non, c'est pas vrai. Tu te dis, ça recommence. Et du coup, tu vas voir ton gynécologue et lui, il te décèle des fibromes ou de l'endométriose ou les deux. Et puis ça recommence en fait. Le cycle recommence. Donc c'est de nouveau. Et donc ça a pris, tu disais, combien de temps entre l'opération et entre le moment où tu prends la Vidane? Je crois que ça a duré peut-être 7 ans. D'accord. Ouais. Donc pendant 7 ans, t'as plus mal du tout? T'as plus mal du tout. Ok. Toi, Voto?
Moi, après l'opération, j'ai pris la Visane que je continue de prendre en continu. Et puis, ben, avec cette Visane, ben, on n'a plus les règles et on revit parce que il n'y a plus cette peur chaque mois de dire que les règles vont venir. Et pour l'instant, ben, ça marche bien. L'année dernière, et moi aussi, le médecin, jusqu'à maintenant encore, je fais un IRM une fois par année. D'accord. Parce que c'est l'IRM Pour vérifier que tout est, pour tout vérifier va que tout bien. est OK. Je sais qu'il y a D'accord. ma gynéco, elle dit qu'il y a des médecins qui n'aiment pas faire, mais elle préfère que je fasse une fois par année pour être sûre. Et vu que pour l'instant, ça allait bien avec la Visane, l'année dernière, on a décidé de tester, d'arrêter la Visane pour voir. Et puis en fait, bah, j'ai pu reprendre tout de suite la Visane. Alors, donc, il y a cette période où on se dit, mais en fait, je suis obligée de prendre cette Visane à vie, parce que dès que je l'arrête, ça reprend. Maintenant, j'essaye de plus de me laisser prendre par cette maladie. Et il y a des choses avant que chaque fois, bah, je pensais à l'endométriose et maintenant je me dis non. Et donc, je pense que des fois, on peut trouver peut-être des solutions. J'ai entendu qu'il y en a qui, avec l'alimentation, avec différentes solutions, ont pu atténuer ou même des fois faire disparaître. Mais voilà, quand j'ai dû reprendre la pilule, je me suis dit, bah, je suis obligée de prendre cette pilule. Mais excuse-moi, Voto, si c'est pas indiscret, tu songes à avoir des enfants? Oui, j'aimerais bien. Alors ça veut dire que tu devrais arrêter la pilule. Oui, arrêter la pilule, mais on m'a dit que, comment dire, après je serai suivie parce que du coup, il faut pas que j'arrête la pilule trop longtemps. Et qu'il y a des personnes qui ont eu l'endométriose et une fois après une grossesse, l'endométriose est partie. Mais une fois qu'on a l'endométriose, c'est une maladie à vie, donc même si elle part, on doit être suivi parce qu'elle peut réapparaître n'importe quand. Ouais. Et est-ce que en fait, vous avez eu des effets secondaires avec cette pilule ou finalement parce que toi tu disais Voto que ça va bien, Jacqueline, est-ce que toi tu as eu des effets secondaires ou pas du tout Oui, enfin, alors c'est ouais, vraiment clairement au niveau hormonal, ça a un impact. Hein. De pas avoir tes règles, ça a vraiment un impact. Donc, OK. Tu peux expliquer un peu tu peux donner des exemples un petit peu? bah, il y a clairement, bon, mon alimentation, elle est pas toujours hyper saine, mais il y a clairement un impact sur le poids, en ce qui me concerne. Moi, j'ai beaucoup de bouffées de chaleur, vraiment, comme quand j'imagine, quand t'as la ménopause, quand des amis qui l'ont m'expliquent comment elles le vivent, bah, je me dis, bah, ça fait 10 ans que j'ai ça, quoi. Et donc, je pense que c'est quand même aussi en lien, et le médecin me l'a confirmé avec la pilule. Et j'ai essayé d'autres avant de prendre la Visane, mais les autres, ça n'avait aucun effet en fait sur l'endométriose. Et donc, ouais, tu dois quand même faire attention à ce que tu manges. Il faut manger beaucoup d'oméga 3, des choses comme ça. Et donc, une nutrition quand même le plus sain possible quand tu prends ce genre de pilule. Et quoi d'autre? Ouais, je dirais surtout ça. Et évidemment, les effets de nouveau psychologiques de la pilule, il y en a aussi. Ouais. Alors, je voulais justement, tu parlais de nutrition, je voulais savoir en fait si vous aviez changé justement à la suite du diagnostic des choses dans votre mode de vie, par exemple la nutrition, le sport ou même au niveau spirituel en fait. Est-ce que ça a changé quelque chose cette annonce d'endométriose? Jacqueline? Oui, bah déjà, alors pour le sport aussi, parfois c'est compliqué parce que du coup, ouais, t'as un peu peur, quoi. Et du coup, bah, tu peux pas, enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux pas forcément faire aussi aisément que les autres. Et sinon, oui, la nutrition, ouais, moi j'ai pris en fait une nutritionniste l'année passée.
pendant quelques mois. Ok. C'était génial parce qu'en fait, elle-même souffre de l'endométriose. Donc en fait, elle a vraiment recommandé que des choses qui amélioraient, qui aidaient par rapport à la maladie. Donc du coup, voilà, je l'ai vu quelques fois et ça m'a donné de bonnes indications. D'accord. Et au niveau spirituel, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ou pas? Au niveau spirituel, j'aime bien quand Maïté, elle dit au début, je me suis considérée longtemps comme une warrior. En fait, t'as un peu cet état d'esprit-là. En fait, tu es un peu obligé aussi d'avoir cet état d'esprit-là parce que sinon, justement, tu te jettes par la fenêtre. Donc, je dirais que spirituellement, moi, c'est pas que je suis pas quelqu'un de spirituel, mais disons que je me dis que c'est quand même très lié à ton corps aussi, la spiritualité. Donc, vaut mieux bien se sentir dans sa tête pour affronter une maladie pareille. Donc plus dans la positive attitude en fait aussi. Voilà, de voir ça comme quelque chose qui fait partie de toi, comme le reste, et de pas le voir comme, je sais pas, un peu comme une victime, quoi. D'essayer d'éviter de se dire qu'on est victime de ça plutôt que ça fait partie de nous et qu'on peut le surmonter jour après jour. D'accord. Maïté, toi, forcément c'est un peu différent parce que après ton opération, est-ce que justement ça a changé quelque chose dans ta vie au niveau, pareil, nutrition. Alors au niveau sport. alimentaire, non. Au niveau sport, oui. Parce que j'ai toujours été très sportive, j'ai pu reprendre le sport j'aime bien la danse et toutes ces choses-là, donc j'avais pu reprendre. C'est ce que je disais, c'était une renaissance, donc j'avais envie. En fait, c'est surtout, j'étais très en colère. C'est la colère qui m'a fait avancer. J'étais en colère d'avoir perdu autant d'années de ma vie. D'accord. Ouais, d'accord. J'étais très en colère et cette colère, c'est un moteur. Tu te dis, je vais rattraper toutes mes années perdues. Ah, donc tu fais plus de choses. Moi, j'ai fait plus de choses. J'ai plus profité de la vie. Je l'ai bouffé à pleines dents, quoi. C'est plus resociabilisé aussi, je pense, Absolument. non? Alors, quand tout à l'heure j'ai dit que je m'étais désociabilisée, c'était pas à cause de mes amis, c'était parce que je n'avais plus la force de sortir. Parce que mes amis comprenaient, me voyaient. Je veux dire, la douleur était tellement forte que elle était, je veux dire, c'est une photographie de la douleur, quoi. Je veux dire, ça se voyait. Tu pouvais pas faire semblant de ne pas avoir mal. Au bout d'un moment, c'est tellement fort que tu peux plus faire semblant. T'as beau sourire, parce que moi je souris tout le temps, mais t'as beau sourire, ta douleur, elle est reflétée sur ton visage. Donc mes amis en souffraient aussi de me voir comme ça, de rien pouvoir faire, ainsi que ma famille. Mais au bout d'un moment, ça me gênait aussi de les voir dans cet état et je préfère y rester à la maison. D'accord. Mais c'est clair qu'après, une fois que t'as plus rien, tu te resociabilises, tu revis, quoi. Tout à fait. Voto, toi, ça a changé quelque chose pour toi, ce diagnostic, au niveau, pareil, nutritionnel, au niveau du sport, au niveau de la spiritualité? Moi, c'est surtout que maintenant, j'écoute davantage mon corps au niveau de la douleur, mais au niveau aussi de lorsque on va pas bien, ou bien même au niveau sentiment, au niveau de tout. Je trouve que la maladie m'a permis d'écouter davantage mon corps, et puis surtout maintenant de pas faire de la maladie un frein. D'accord. Et au niveau spirituel, ça a changé quelque chose aussi pour toi ou pas forcément? Pas forcément, parce que j'étais toujours spirituelle, mais oui, on va dire que ces dernières années, je suis devenue davantage beaucoup plus spirituelle, et puis pas de vivre avec, mais de se dire, on va mettre tous les moyens pour améliorer, et puis pour que cette maladie, c'est pas la maladie qui décide, et puis de faire au mieux. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez quand même fait un long chemin avec cette maladie.
Et je voulais savoir en fait quelle évolution vous constatez dans votre approche de la maladie par rapport au début. Aujourd'hui, quand vous vous dites j'ai l'endométriose par rapport à il y a 7 ans ou je sais pas, il y a combien de temps, ouais, quelle est votre approche en fait par rapport à la maladie? Maïté, tu voudrais... Alors, moi, l'approche, moi, je pars du principe que c'est derrière, tout est derrière, quoi, que je regarde en avant. Maintenant, je suis beaucoup plus attentive aux gens qui sont autour de moi, qui peuvent en souffrir. Moi, j'ai une amie à laquelle je pense très très fort, qui a une endométriose et qui ne le disait pas. Et je l'ai senti par rapport aux discussions qu'on avait, par rapport aussi que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'essayais d'être très à l'écoute parce que je voyais une souffrance derrière, justement parce qu'elle n'osait pas en parler. Et après, sans m'immiscer, sans être intrusive, j'essaye autour de moi de détecter ce genre de problème et d'en parler. D'accord. Jacqueline? Ouais, alors pareil, enfin, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait d'autres gens, il y avait des gens autour de moi qui l'avaient, et du coup, tu te sens, enfin, ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger avec des gens qui l'ont. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tu peux juste me rappeler ta question? C'était l'évolution entre ton approche de la maladie aujourd'hui par rapport à maintenant. Pardon. Alors, et du coup, mon approche aujourd'hui, c'est beaucoup moins de colère, beaucoup plus de sérénité. Là, par exemple, avec ce qui se passe avec la pandémie, j'appréhende un peu le fait que mon opération puisse être annulée. Ouais, je suis... Et au lieu de paniquer, je me dis plutôt, ok, si ça se fait pas à la date à laquelle j'espérais que ça se fasse, franchement, c'est pas grave parce que je le ferai de toute façon un peu plus tard. Alors qu'avant, ça aurait été synonyme de panique totale et d'énervement, etc. Je me dis oui, j'ai évolué par rapport à cette maladie. En sérénité. En sérénité, donc oui, je suis quand même un peu spirituelle en fait. Moi, je dirais complètement, ouais. Voto? Oui, maintenant, comme je veux dire, je me rends compte qu'il y a davantage de personnes autour de moi qui ont cette maladie que lorsque j'ai eu le diagnostic, j'ai l'impression que c'était que moi qui l'avais parce que j'en avais jamais entendu parler. Et maintenant, il y a tellement de choses qui se mettent en place. Dernièrement, j'ai fait une vidéoconférence avec aux HUG qui organisent régulièrement. Il y a une séance d'information, donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Et puis surtout, c'est que comme je disais, c'est voilà, maintenant j'ai 40 ans. Pour moi, c'est passé, même si je sais que la maladie, elle est toujours là, mais c'est passé dans le sens que maintenant, je ne veux plus me laisser freiner par la maladie, tout en faisant toujours attention, je prends ma visage, je fais mon IRM et aussi d'être plus vigilante. Ça veut dire que maintenant, je sais que si j'ai la moindre douleur, que c'est pas normal. Donc maintenant, je suis plus attentive. Donc par rapport à ça, en fait, donc moi ce que j'entends, c'est aussi que maintenant vous faites beaucoup plus attention à vous et donc à votre corps. Donc vous prenez soin de vous, en fait. Oui. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de beaucoup plus prendre soin de vous? Oui. Ouais. Oui. C'est génial. Des femmes qui prennent soin d'elles. Non, mais c'est juste génial parce que c'est un truc qu'on n'avait pas l'habitude en tant que femme. Hein. On prend souvent soin des autres. Et ouais, c'est bon de prendre soin de soi, en fait. Ouais. Je pense que c'est justement l'avantage on parlait des avantages d'une telle maladie, parce qu'en fait, on parle que des désavantages. Mais je pense que oui, ça pourrait clairement être un avantage, c'est que en fait, tu apprends à connaître ton corps comme peu de monde le ferait, et encore moins des femmes. Donc, c'est vraiment positif, je trouve. Et à partir du moment où tu es arrivé un peu à ce stade, c'est quand même une meilleure vie, je pense. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça? Moi, je le vis pas comme... je dirais plutôt... Je prends soin de moi, mais surtout dans le sens, je vis plus. C'est pas forcément que j'écoute plus mon corps, mais c'est plus dans la tête que ça se passe.
Après, toi, c'est encore différent parce que c'est vraiment, vraiment derrière toi. Ouais, ouais. Donc, ouais. Et donc, tout à l'heure, Maïté, elle disait que, bah voilà, elle était plus à l'écoute des autres femmes aussi. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme des militantes de cette maladie ou, ou pas spécialement? Et si vous vous sentez militante, comment ça se manifeste, en fait, au jour le jour, au quotidien? Alors, moi, je me considère pas comme une militante parce que j'estime qu'il y a vraiment des femmes qui portent ce combat à bout de bras, hein, qui Mhm, sont très actives. Donc, par rapport à ces femmes-là, je peux pas me considérer comme militante. Mais par contre, je pense que c'est un acte militant d'en parler, de mhm, pas hésiter à en parler. Et puis oui, d'être là pour les autres femmes qui en souffrent ou d'être là si justement on veut te poser des questions et puis d'être ouvert en fait par rapport à ça, d'avoir mhm. un peu une voix et de la porter parce qu'on se dit que peut-être ça pourrait aider d'autres et c'est une voix que j'aurais moins voulu avoir à l'époque. Tout à fait. Enfin, il y a plusieurs associations qui existent, EndoHelp, endometriosis.org pour les anglophones. Et puis ici, il y a aussi du côté de la France, il y a EndoFrance et EndoMind. D'ailleurs, EndoMind, c'est la chanteuse Imani, je crois, qui a créé cette Non, elle est association. ambassadrice. Ambassadrice, voilà, oui, exactement, pardon. Souvent, maintenant, il y a beaucoup de forums sur Internet et il y a des membres d'associations. Est-ce que vous avez pu voir une différence entre en parler avec des femmes qui ont la maladie ou d'en parler avec vos amis? Enfin, quelle différence, en fait, vous avez perçue dans cette approche? Ou s'il n'y en a pas, en fait, simplement. Quand tu en parles avec tes amis qui l'ont pas, ou avec des gens qui l'ont pas, tu sens beaucoup d'empathie, de bienveillance. Mhm. Par contre, la différence, c'est que quand on parle avec des gens qui l'ont, tu n'as pas besoin de tout expliquer, en fait. Donc, Okay. tu perds moins ton temps, entre guillemets. Tu peux juste aller directement au but et ça fait du bien. Je pense que c'est ça, en tout cas, c'est ça la principale différence. Ok. Donc, les filles, vous avez accepté de venir parler aujourd'hui publiquement de cette maladie. Oui. Je dis publiquement car on le sait, il y aura des millions d'auditrices et d'auditeurs, n'est-ce pas? On espère bien. Je voulais savoir quel message vous conseille, vous aviez envie de faire passer à travers votre témoignage aux autres femmes, à vos proches, ou peut-être aussi au corps médical. Alors moi, je dirais, ce serait lorsqu'on a, le truc le plus évident, c'est que, surtout aux jeunes, lorsqu'on a mal pendant les règles, c'est pas forcément normal, et d'en parler. Et maintenant, ça se développe dans le milieu médical. Les gens sont un peu plus au courant, mais ça reste encore quelque chose assez peu connu, pas assez suffisamment. Donc, il faut en parler. Mais après, en même temps, c'est bien d'en parler, mais comment dire, comme je disais, c'est pas, je veux dire, dans mon quotidien, c'est pas quelque chose que j'en parle tout le temps, à part si vraiment quelqu'un a le même symptôme. Mais voilà. Ok. Maïté? Oui, moi, la même chose, je rejoins Voto. La seule chose, ça serait par rapport au corps médical où je trouve qu'il y a énormément d'efforts à faire parce que la compréhension de la douleur par le corps médical, ils font ça de manière très scientifique, mais c'est pas toujours très humain. Et ça, on se sent un peu paumé quand on est en face de médecins qui regardent, qui essayent d'expliquer, de trouver la maladie, mais on essaye d'enlever la douleur, mais l'impact de la douleur sur la personne, c'est pas souvent traité, c'est pas souvent pris en considération. Alors oui, effectivement, après, on peut aller voir un psy de notre côté, mais pas tout le monde a cette capacité de dire j'ai besoin de voir un psy, quoi. Oui, alors moi je suis d'accord, complètement d'accord avec Maïté et Voto. Je trouve aussi que il faut pas non plus pas trop en parler, mais faut pas en fait laisser la maladie vous envahir et envahir son quotidien. Ça c'est super important. Et sinon le message qui serait très simple pour tous les gens que tu as cités, donc les proches, les gens en général et puis le corps médical, c'est écoutez-nous
enfin déjà, écoutez-vous et ensuite écoutez-nous. Et je trouve que ça, déjà, voilà, c'est important. Merci. Et quel conseil vous donneriez là, tout de suite, à une jeune fille qui reçoit ce diagnostic assez difficile de l'endométriose? Qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je lui dirais d'aller participer à un groupe de parole, une rencontre, et vraiment de rapidement s'entourer de professionnels, mais aussi de gens qui comprennent vraiment bien, et ouais, d'aller dans un espèce de safe space où elle peut en parler librement, et puis ne pas se sentir seule par rapport à la maladie, tout simplement. D'accord. Exactement, d'essayer de rencontrer d'autres personnes qui ont déjà vécu, de partager, puis surtout de ne pas hésiter à poser des questions, parce que face à la maladie, des fois, on n'ose pas poser des questions, mais c'est en posant des questions qu'on s'informe, et puis même des fois aussi, je dirais, de s'écouter, parce que souvent, lorsqu'on est dans le milieu médical, lorsqu'on nous dit que c'est comme ci, comme ça, ben on se dit ben ok, on va faire comme ça, mais des fois le milieu médical n'écoute pas suffisamment nos requêtes et puis comment on se sent. Donc lorsque on est même dans un milieu médical, de mettre en avant et de pas minimiser ce qu'on ressent, parce que il y a les médecins, mais avant tout, c'est nous qui, avant la douleur, c'est nous qui. Donc, c'est important de exprimer et de ne pas sous-estimer ce qu'on ressent. Ok. Maïté? Alors, moi, je suis d'accord avec Voto et Jacqueline. Faut surtout pas se victimiser. Faut se battre, faut dire, ben, je suis là, j'existe et je veux qu'on respecte ma douleur, je veux qu'on respecte ma maladie, quoi. Wow. Merci beaucoup les filles, merci pour ce temps de partage. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter et à mieux comprendre, ce que vous avez pu vivre en fait. De mon côté, je souhaite qu'une jeune fille ou une jeune femme avec des douleurs qui ne leur semblent pas normales en discute avec leur gynécologue. Et puis surtout qu'elles n'hésitent pas à aller chercher un deuxième avis si elles se sentent pas écoutées, parce que souvent on n'ose pas aller vers ce deuxième avis, mais il faut y aller. Et puis surtout d'arrêter de croire en cette légende urbaine qui est que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Je dirais que oui, des légères crampes, d'accord, mais atrocement mal, non. Écoutons notre corps, car lorsqu'il y a des douleurs, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà, ça c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette rencontre. Donc voilà, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci à toi d'organiser ce genre de réunion. Merci. J'ai encore une question pour vous. Tout à l'heure, vous vous êtes décrite en 3 mots chacune. Et j'aimerais maintenant vous demander, si possible, si vous pouviez vous décrire l'une l'autre en 3 mots après ce que vous avez entendu de chacune de vous. Donc Maïté, je peux te laisser nous décrire, en 3 mots, si tu devais décrire Jacqueline, tu dirais quoi? Oh, dur. Merci pour être la première. Alors, oui. Jacqueline, je dirais que... C'est le droit d'aînesse. Merci de me le rappeler. Jacqueline, je la vois comme une personne très spirituelle, comme elle a dit tout à l'heure, très dans la spiritualité, j'arriverai, et très raisonnable. C'est difficile à trouver des mots. Raisonnable et bien dans une bonne analyse. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Merci. Et Voto? Voto. Alors, Voto, je trouve qu'elle a pris beaucoup de distance par rapport à la maladie, et c'est bien. Je pense qu'elle a dû, mais peut-être parce que c'est plus rapide, parce que tout a été plus rapide pour elle, mais je trouve qu'elle a une bonne attitude par rapport à ça. C'est hyper difficile, quoi. T'as vu, hein? Et j'ai fait exprès de pas vous prévenir.
très clair aussi dans ses propos, très clair dans son analyse, plus dans le médical, je dirais peut-être, plus Mhm. dans la recherche du diagnostic, dans la compréhension du diagnostic. Ok. Alors, Jacqueline, Oui. pour Voto. Alors, beaucoup, ouais, je la sens aussi très dans le détail, en fait, dans tout ce qui est, en effet, médical. Je la sens très sereine aussi. Et je la sens, ouais, très sereine, très apaisée et en paix avec elle-même. D'accord. Et pour Et Maïté, pour Maïté, je sens une force, c'est clair. Je sens une force. J'ai l'impression que, ouais, qu'elle sait exactement où elle va. Et troisièmement, je dirais, je sens aussi une belle sérénité, une belle énergie. Merci. et toi, Voto? Alors, Pour, pour Maïté, je dirais une battante, parce que j'ai eu l'occasion de te rencontrer plusieurs fois, mais j'étais de loin à imaginer tout ce que tu as vécu. Donc, vraiment battante. Et là, je te sens vraiment apaisée, comme une nouvelle vie qui, qui s'ouvre à toi et que tu profites pleinement. Et pour Jacqueline, je sens aussi spiritualité et puis aussi le côté un peu parce qu'avant tu parlais de la colère, mais je te sens maintenant un peu plus sereine aussi. Et je pense aussi que les étapes de la vie aussi nous changent, les étapes de la maladie nous changent et nous apprend à être aussi plus sereine. Donc je sens aussi ce côté de sérénité et de pas faire de la maladie de pas se victimiser et de vivre avec. Ouais. ouais, chouette, merci. On passe à la séquence reco. Comme c'est un podcast qui est un lieu de partage, j'ai voulu créer une petite séquence qui serait commune à toutes les femmes qui vont un jour, j'espère, s'asseoir autour de la table rose. Et je voulais avoir vos 3 recommandations coup de cœur dans 3 lieux que vous aimez particulièrement à Genève ou ailleurs, pour manger, pour la culture ou pour vous ressourcer ou vous détendre. Je vais commencer par Jacqueline. Alors, un lieu culturel, c'est le Grutli. J'aime beaucoup cet endroit. Je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'y passent. Ensuite, un lieu pour manger, je dirais le Saveur et Couleur aux Grottes, un restaurant, c'est super. En plus, pas trop cher, donc c'est parfait. Et la troisième question, pardon? C'était soit pour te ressourcer ou te détendre. Ah oui, et pour me ressourcer, me détendre, je sais que tu seras d'accord avec moi, Pascal, la bibliothèque de la cité. Ok, yes. Ouais, les bibliothèques municipales, je trouve que c'est des lieux vraiment sous-utilisés à Genève. Et il y a tout en fait, c'est parfait. Mais en fait, tu vois, moi, je l'ai mis dans le côté culture, justement, parce que je trouve sous-utilisé par rapport à ça, on oublie que c'est aussi un lieu de, finalement, on y trouve tout, au niveau culturel aussi, parce qu'il y a tout, en fait. Donc, mais oui, mais tout à fait, on peut aussi tout à fait se détendre là-bas. Maïté? Alors, pour le culturel, je dirais que j'ai pas un lieu, j'ai des amis, j'ai des gens autour de moi de qui je m'abreuve. Ok. Et puis, pour me ressourcer, vous allez rigoler, vous allez vous foutre de moi, je m'en fiche. Mon chat, je caresse mon chat. J'ai un chat qui est exceptionnel, qui adore les câlins, qui adore faire des câlins et qui sent tout de suite quand je vais pas bien. Il est collé à moi et je passe des heures à le caresser quand j'ai besoin de me ressourcer. Comment il s'appelle ce chat? Diego. Diego, c'est pour ça. Et puis, pour manger, comme restaurant, moi je recommande vivement la Maison du Bonheur.
Déjà, le Ok. nom est génial, c'est à la Jonction. C'est une famille qui tient ça, et c'est une association qui fait aussi association, qui récolte l'argent de ce restaurant, va pour des constructions d'écoles en Amérique du Sud ou d'autres pays, ils participent, ils sont très actifs avec le Téléthon, ce genre de choses. Et on D'accord. y mange très, très, très bien. Ah, je C'est très connaissais pas. familial, c'est très sympa. Merci. Je connaissais pas du tout. Merci. C'est excellent. Alors moi, j'avais totalement oublié ces 3 questions. Alors, je n'ai pas de lieu bien précis, mais au niveau pour tout ce qui est détente, moi, ce que j'adore, c'est les spas et les massages. Je trouve que c'est des endroits Mhm. où on peut se ressourcer, où on a vraiment, on est dans sa bulle, on prend soin de soi. Après, lieu de restaurant, c'est difficile à dire parce que moi, j'adore aller au restaurant et j'aime bien manger. Donc, Mais là, le premier qui te vient en tête que tu adores. c'est-à-dire que j'aime bien aussi les restaurants. Puis, je dirais plus aussi, c'est maintenant, je fais aussi beaucoup plus, c'est le partage, une soirée entre amis, où on fait des repas à la maison, où on se rencontre, on Mhm. discute. Donc, mais de lieu de restaurant précis, c'est difficile. Et au niveau culturel, que j'aimais bien, c'est le théâtre, l'opéra que j'ai découvert aussi dernièrement. Et c'est un milieu que j'allais au théâtre, mais l'opéra, c'est un milieu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'aime bien. Bah, super. Bah, je me réjouis de découvrir ces lieux que pour certains que je connais pas et puis pour les autres que je vais découvrir à travers votre regard. Donc encore un grand merci de m'avoir accompagnée pour la première de cette nouvelle aventure du podcast La Table Rose. En tout cas, un grand bravo. Bravo, oui. Bravo. Ouais. Félicitations pour cette bonne initiative. C'était un plaisir de vous avoir. Enfin, pour moi, vous êtes toutes débattantes. Je vous sens aussi toutes beaucoup plus apaisées. Et puis surtout, en fait, oui, finalement, militante aussi, parce que c'est pas rien, c'est pas. Voilà, c'est un acte militant, comme disait Jacqueline, de prendre la parole et de dire que on a cette maladie et puis de conseiller en fait et de guider les autres vers un chemin plus apaisé. Donc voilà, merci. Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode de Autour de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcast, il y en a 5, et à le partager dans vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez Autour de la Table Rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.